Vous connaissez mon amour pour les beaux objets qui permettent d'obtenir des setups de caractère, que ce soit dans un style minimal ou minimal gaming. Eh bien aujourd'hui je vous propose un retour d'expérience sur du matériel issu de la marque NZXT. Fin de l'année dernière, je vois une promo d'un écran 240 Hz de cette marque qui passe de 300 à 169 €. Ce deal a grimpé de ouf, l'espace commentaire est devenu fou, bref, la rupture de stock était inévitable. Au point où NZXT ont carrément laissé une photo sur leur propre Twitter. Et je me suis dit, mais wesh, les gars, ils se sont lancés sur l'achat d'un écran 240 Hz mais qui est Full HD. Nani? Pour rappel, le Full HD, c'est une résolution de 1920 par 1080, soit environ 2 millions de pixels, et la définition 4K, c'est une résolution de 3840 par 2160, soit environ 8 millions de pixels. À l'heure où on voit justement beaucoup de publicité autour des écrans 4K, mais aussi des GPU qui prônent leur grosse performance dans les jeux en 4K, pourquoi des gens encore aujourd'hui s'obstinent à acheter des écrans en Full HD? Perso, moi j'ai toujours été sur des écrans 4K et 2K, et quand je vois les statistiques sur Steam, bizarrement, la résolution Full HD est toujours en top 1. Est-ce que c'est une histoire de budget parce que l'inflation a quand même fait exploser les prix dans tous les domaines? Ou est-ce qu'il y a une autre raison? Eh bien, il y a une réponse, c'est la performance. Et sachez aussi qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels qui sont encore sur ce genre de résolution. Et bien entendu aussi, les personnes avec des budgets beaucoup plus modestes. En fait, j'ai compris ça quand j'en ai discuté avec mon bro Yukio à l'époque, qui traite justement pas mal de sujets au niveau des performances et le matériel pour l'e-sport. En gros, pour ceux qui ont des petites configurations, ça reste toujours intéressant pour eux de jouer à des jeux vidéo sur du Full HD, car ça consomme peu de ressources. Et ceux justement qui ont des configurations ultra musclées, eh bien c'est le paradis, parce que ça leur permet d'avoir un maximum d'FPS dans les jeux vidéo. Donc imagine si tu as une machine de guerre qui fait tourner des jeux extrêmement bien en 4K, ce que ça peut donner sur une définition Full HD. Bien, c'est ce que j'ai fait avec mon PC, avec le Canva 25F de chez NZXT. L'installation était aisée, je n'ai pas eu besoin de manuel, c'était vraiment un jeu d'enfant. Et une fois monté, il n'y a rien à dire, on est vraiment face à un bel objet qui embourgeoise. L'orientation est calibrée, la connectivité est plus que complète, et le pilotage de l'OSD, qui est sous forme d'un joystick qui rappelle justement les manettes Xbox ou PlayStation, est hyper simple d'utilisation, sachant qu'il fait aussi office de bouton d'alimentation. Petit détail également, c'est pas grand chose, mais on peut choisir ou non d'afficher la LED d'alimentation. Concernant la qualité d'image, la dalle IPS du Canva 25F permet d'obtenir une image uniforme, avec une bonne luminosité, et cela peu importe les angles. Et surtout, il n'y a pas de ghosting comme sur les dalles VA. Par contre, je dois vous le dire, passer d'un écran 4K à un écran Full HD, ça pique un petit peu les yeux au départ. Moi qui suis habitué au minimum du 2K ou 4K, quand on arrive sur Windows et qu'on lit le texte qui est un petit peu baveux, ça fait un petit peu mal à son petit cœur. Par contre, quand on est en jeu, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Pas dans le sens où c'est plus net qu'un 4K, mais je trouve l'image beaucoup plus sympa dans un jeu que sur Windows. Et perso, je me vois mal utiliser une définition Full HD sur un écran plus grand que 25 pouces, parce que là, je pense que ça risque d'être flou. Niveau colorimétrie, l'écran est de base bien calibré, il n'y a pas besoin d'utiliser une sonde pour les couleurs. Cependant, si vous faites de la création, je vous ne le recommande pas, parce que 25 pouces en 1920 par 1080, votre espace de travail est quand même assez réduit. Si vraiment vous voulez faire du jeu vidéo, mais aussi de la création, je vous recommande au minimum 27 pouces, ou deux 27 pouces, ou alors un 32 pouces, ou alors carrément un écran ultra wide. Là, clairement, vous serez dans le confort. Par contre, si c'est vraiment destiné que pour le jeu vidéo et performer in-game, cet écran peut être intéressant pour vous. En fait, sur le site, clairement, NZXT dit que c'est un écran pour perf. Et avec la tour justement que j'ai, qui est une tour NZXT avec un 12900K de chez Intel, 32 Go de RAM et une 3090 de chez Accelerate, eh bien je peux jouer au calme avec toutes les options à fond en Full HD. Et pour les jeux compétitifs qui sont justement hyper bien optimisés, bah là je joue dans les hautes sphères avec 240 images par seconde. Quasi constant. Des fois je descends un petit peu à 230. Mais franchement, c'est un vrai kiff. Après il y a les petites options qui font plaisir, comme le flicker free pour éviter les scintillements, ou encore l'anti-lumière bleue pour réduire la fatigue des yeux. Mais surtout, il y a le AMD FreeSync Premium. Et ça permet justement d'éviter le déchirement d'image. Alors justement, moi j'utilise une carte de chez Nvidia, donc à savoir la RTX 3090, et sachez que c'est compatible avec le AMD FreeSync Premium juste avec 2 clics. Vous regardez ça sur Google, vous verrez, ça fonctionne plutôt bien. Le seul point négatif, c'est le prix. Ou plutôt la manière dont on découvre le prix. En fait, sur le site, on peut voir que l'écran coûte 299 €. Et automatiquement, il y a un pied qui est sélectionné, où il y a marqué plus 40. Moi, au début, je n'avais pas vu le plus 40, mais quand on arrive sur le panier, on a un autre prix, qui est de 339 €. Entre 299 € et 339, ça fait un peu bizarre au début. Sauf qu'après, il y a encore les frais de port qui s'ajoutent, et on arrive quasiment à 350 €. Psychologiquement, tu vois, c'est pas ouf. En vrai, je trouve le scénario d'achat pas très bien pensé. Il existe certes des écrans moins chers chez la concurrence, tout aussi performants, mais encore une fois, NZXT s'adresse aux personnes qui aiment travailler l'esthétique de leur setup tout en bénéficiant des performances. Et je pense que vous me connaissez maintenant, si avec juste quelques euros, on peut bénéficier d'un beau design pour son intérieur, moi je dis ok. D'ailleurs en parlant des beaux objets,
je vais vous parler des périphériques. Alors petite parenthèse, je vais vous parler du tapis, ça va être la review la plus rapide du monde, mais le tapis est très bien texturé, il adhère bien et il embourgeoise. J'ai rien d'autre à dire dessus. Concernant le clavier, c'est le clavier Function, c'est leur premier essai dans le milieu du clavier et en plus il est customisable. Grâce à son système Hot Swap, vous pouvez retirer les différents switches et vous pouvez les remplacer soit par d'autres switches que vous préférez, que ce soit clicky, linéaire venant d'une autre marque, peu importe, du moment que ça tient sur 3 pins. Si jamais vous avez des switches qui sont en 5 pins, vous pouvez faire du bricolage un petit peu en supprimant les excédents, à savoir les 2 pins à gauche et à droite du gros pin, mais si vous avez la possibilité de partir directement sur des switches 3 pins, allez-y. D'ailleurs, NZXT fournit les petites pinces pour retirer les keycaps et les switches, qui sont très simples d'utilisation. Les switch Gateron qui sont inclus à l'intérieur de ce clavier sont de bonne qualité, ils sont réactifs en jeu. Le polling rate du clavier est à 1000 Hz, sachant que 1000 Hz aujourd'hui, c'est le minimum syndical quand on joue à des jeux vidéo aujourd'hui. Justement, coupler ce clavier avec l'écran 240 Hz, ça fait plaisir. Côté look, les keycaps d'origine sont en ABS, alors ça rend super bien, mais vous connaissez l'ABS, sur le temps, ça peut briller avec l'usure. Cependant, rien ne vous empêche d'utiliser des keycaps en PBT, qui est la qualité maximale si vous souhaitez avoir des bons keycaps. Et si vous avez le budget, vous pouvez même appliquer dessus des keycaps artisans, comme ceux de chez Clickety Craft, qui sont des keycaps modelés à la main, qui sont faits par ma copine. Ça sera d'ailleurs bientôt disponible à l'achat. Par contre, ce sont des exemplaires uniques. Je ferme la parenthèse. En vrai, je trouve ça cool que pour leur premier clavier, NZXT met un pied justement dans le milieu du clavier custom, parce que ça vous permettra de travailler la sonorité, mais aussi votre confort de frappe. Cependant, pour les puristes de clavier custom, il vous manquera quand même certains ingrédients à l'intérieur de ce clavier, mais vous pouvez quand même faire votre petite cuisine à l'intérieur. Peut-être pas tout, mais c'est possible. En tout cas, je vais dédier une vidéo justement sur le modding de ce clavier prochainement. Donc j'ai envie de vous dire, abonnez-vous si vous voulez le voir 100% customisé. Au niveau du format, on est sur du mini TKL, donc c'est hyper pratique quand on joue à des jeux vidéo parce qu'on a énormément de place avec la souris. Moi, j'étais longtemps sur un clavier full layout et quand j'ai goûté justement au TKL, voire carrément sur des claviers en 60%, impossible pour moi de retourner sur des grands claviers pour jouer à des jeux vidéo. Et pour ceux qui se posent des questions, oui, mais comment tu fais des E majuscules avec le Alt 144 alors que t'as plus de pavé numérique? Eh bien, j'ai la solution. En fait, il existe tout simplement une application qui s'appelle PowerToys de chez Microsoft. Vous installez ça et en fait, vous avez accès à tous les caractères spéciaux juste en maintenant votre lettre et les flèches gauche-droite. C'est hyper simple. Et si jamais vous voulez mettre des triangles ou des petits cœurs ou des petits trèfles dans votre texte, eh bien, vous pouvez faire vos propres macros directement depuis l'application Cam de chez NZXT. Autre point intéressant que j'aime beaucoup, c'est la molette. Alors, elle fait un peu de bruit quand même quand on l'utilise. Mais par contre, je trouve le positionnement hyper pratique. En fait, je trouve ça beaucoup plus naturel d'avoir sur la main gauche le volume, parce que quand on fait ZQSD pour se déplacer, là on a juste à pousser notre majeur un peu vers le haut et on peut changer le volume. Pareil, sur le côté, on a d'autres touches hyper pratiques qui sont le mute, ou encore la désactivation de la touche Windows, et la dernière petite touche qui est très sympa, le contrôle de l'éclairage RGB. Bien entendu, vous pouvez tout remapper aussi depuis l'application Cam, mais voilà, je trouve vraiment au niveau ergonomie le Function très pratique. Par contre, ils ont oublié quelque chose qui me rend chafouin, il n'y a pas de repose-poignet. Alors il y en a sur la version TKL et Full Layout, mais pour le mini TKL, il n'y en a pas. Heureusement qu'on peut gérer quand même l'inclinaison du clavier avec ces petits patins, qui est d'ailleurs réglable sur 2 niveaux. Mais voilà pour les petits points négatifs, il n'y en a pas énormément, parce qu'en soi, le clavier est vraiment performant, il est beau, et en plus, je trouve le prix plutôt correct. Il est à 109 €. 109 € pour un clavier custom, je trouve ça plutôt cool, parce que ça vous permettra de le garder très longtemps celui-ci. S'il y a une touche qui se flingue, vous pouvez le remplacer tout de suite, et en plus, il est plutôt élégant sur votre setup. Si jamais ce clavier vous intéresse, il est disponible sur leur site internet en noir ou en blanc, mais également sur Amazon. D'ailleurs, sur leur site, il y a une plateforme qui s'appelle Build, où vous pouvez choisir justement tout un tas de choses pour personnaliser votre clavier. Concernant la souris Lift, alors là je suis un peu mi-figue, mi-raisin. C'est à la fois une excellente souris en jeu, mais il y a des pépins sur la partie pour le coup esthétique. Et même au niveau construction. Alors construction, c'est pas trop grave, j'ai envie de dire, parce que sur le papier, ils disent que ça pèse 67 grammes, mais en vrai, quand on le pèse, ça fait 69 grammes. Au niveau de la forme, là, c'est plutôt intéressant. On est sur une souris de type ambidextre, ce qui permet au gaucher et au droitier de l'utiliser. Par contre, les touches latérales, faut oublier pour les gauchers. Autre point intéressant, si vous avez des grandes mains, c'est la souris vraiment idéale, parce que la shape est vraiment agréable sous la paume de la main. Au niveau de la finition, moi j'ai la version noir mat. Alors j'avais demandé bizarrement une version blanche. Sur la boîte c'est marqué blanc, mais ce que j'ai eu à l'intérieur c'est une souris noire. Bon, ça me dérange pas. Par contre, j'ai pu remarquer que sur la souris noire, le matériau utilisé conserve malheureusement les traces de doigts, donc si vous avez tendance à transpirer des mains, ça peut peut-être vous rebuter. Au niveau du nombre de touches, on a le clic gauche, clic droit, qui sont robustes et bien cliqués comme on aime. La touche pour gérer le DPI est aussi agréable à utiliser. Mention spéciale d'ailleurs pour la molette, qui est bien texturée, crantée
et silencieuse. Et concernant les boutons latéraux, ils sont bien positionnés et on n'a pas le risque de cliquer de traviole lorsqu'on est in-game dans des situations bien critiques. Sous la souris, nous avons droit également à 2 gros patins, un en haut et un en bas. Et au niveau du capteur, on a aussi droit à un petit cerclage pour garantir une bonne glisse. Et si on regarde bien dans les petits coins, il y a même possibilité de les remplacer. Côté perf, on a un capteur de 16 000 dpi. 16 000 dpi, c'est incroyable, c'est super chouette, mais personne ne monte à 16 000 dpi. Sachez que les joueurs professionnels sont entre 400 et 3200, voire 3600 grand max. Vous tapez sur internet les joueurs d'e-sport, vous verrez ça tout de suite. Et le truc que j'ai super kiffé sur cette souris, c'est le fait qu'elle arrive à capter les mouvements, même si on est un petit peu en hauteur. Sur le papier, il y a marqué 3 mm. Alors je vous avoue, je n'ai pas vérifié si c'est vraiment 3 mm. Mais en tout cas, quand je suis en jeu, le fait de pouvoir quand même garder mon mouvement lorsque je surélève ma souris pendant le déplacement, c'est un vrai kiff. Parce que ça me permet justement d'avoir un peu plus de contrôle dans le jeu. Bien entendu, vous pouvez gérer cette hauteur ou carrément la désactiver si ça vous gêne. Mais personnellement, je trouve ça vraiment cool d'avoir une détection même quand on surélève la souris. Et comme toute souris qui se respecte dans le milieu du gaming, on a droit à du RGB. Mais attention, du RGB maîtrisé, ça reste quand même hyper élégant. Il n'y a pas des LED dans tous les sens. D'ailleurs, si vous souhaitez gérer le RGB, le polling reg de la souris ou même du clavier, il faudra passer par l'application Cam. Elle est élégante, intuitive et permet de gérer surtout tout l'écosystème des périphériques de chez NZXT, dont le water cooling ou les ventilateurs, etc., etc. Mais après, pour en revenir sur la souris, il y a quand même un point négatif. C'est le câble tressé. Alors le câble est hyper souple, ça gêne pas trop dans les mouvements, ça c'est cool. En tout cas, le tressage qui est utilisé dessus, il s'effiloche un petit peu. Je pense que sur le temps, à force de frotter le bureau ou d'autres éléments, le câble peut devenir un peu pas ouf. Après, ils auraient pu très bien utiliser le même tressage que sur le clavier mécanique qu'ils proposaient derrière, mais un câble robuste, qui est pas très souple, ça peut gêner aussi dans les mouvements. Donc en vrai, j'aurais vraiment voulu avoir une version sans fil, surtout qu'aujourd'hui, avec les technos modernes qu'on a, la latence est quasi nulle, avec une connexion en 2,4 GHz. Bon, mis à part ces points noirs, franchement, la souris, c'est un vrai kiff de l'utiliser, c'est performant, ça glisse super bien, et surtout, au niveau du prix, je trouve le rapport qualité-prix plutôt intéressant, elle est à 59 €. Vous l'aurez compris, ce setup de chez NZXT est vraiment agréable à utiliser. En plus d'être beau, c'est un vrai plaisir de l'utiliser dans des jeux compétitifs. Même s'il y a des petites erreurs sur le clavier et sur la souris, je les pardonne parce que c'est leur premier essai. Donc j'espère que pour la prochaine version, on des efforts sur les matériaux. Et aussi une souris sans fil, s'il vous plaît. Mais voilà, juste pour vous dire que ils auraient très bien pu sortir des claviers et des souris juste brandés NZXT, mais là, ils ont quand même fait des gros efforts au niveau de toute la partie technique pour qu'on puisse flex dans les jeux avec style. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On est d'ailleurs bientôt 20 000 abonnés sur ma chaîne, donc on n'oublie pas le like pour référencer cette vidéo afin d'épauler mon travail. C'est gratuit, ça vous prend une seconde, et en plus, ça va attirer d'autres personnes pour qu'on arrive aux 20 000. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres produits de chez NZXT, j'ai fait un massive unboxing chez Monsieur Gifio. Et si vous voulez en savoir plus sur la tour NZXT, parce que j'en ai pas vraiment parlé dans cette vidéo, eh bien j'ai déjà une vidéo dédiée à cela que je vous mets en suggestion en fin de vidéo. Comme chaque semaine, on se retrouve mercredi pour une vidéo autour des gunpla et ce dimanche pour une vidéo tech. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!